Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous à notre émission Porteuse de vie. Shalom, Maman Gla. Shalom Aramatou. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Et cette semaine? Cette semaine, en tout cas, elle se passe très bien. Et je suis là avec tout le plaisir de retrouver nos téléspectateurs. Merci, Maman Gla. Bonsoir, Isaora. Comment vous allez? Bonsoir, je vais bien par la grâce de Dieu. On bénit le Seigneur. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci. Frère Kwasi. Oui. Shalom. Shalom. Et la famille? Tout le monde va bien. Le ministère? Ça va. On bénit le Seigneur. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez profité de ce moment-là pour vous installer confortablement et nous passons à notre rubrique, l'introïde. Frères et sœurs, merci d'être au rendez-vous pour que nous partagions encore un moment de joie à travers ce temps que nous passons au cours de cette émission. Oui, quand nous sommes apporteuses de vie, il s'agit de famille, il s'agit de couple, il s'agit de foyer, de tout ce qui tourne en tout cas autour de ce cadre que le Seigneur a institué. Et la famille est la cellule de base de la société. Quand tout se passe bien, alors la société s'en porte mieux. Quand il n'y a pas d'enfants, donc dans la famille, c'est un souci. C'est donc une source de bénédiction et de bonheur pour une famille que d'avoir des enfants. Malheureusement, souvent, les enfants peuvent devenir des sources de difficultés, d'épreuves, de fardeaux parfois devant lesquels les parents sont désemparés, désespérés. Et l'un des aspects de ces difficultés que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est les substances illicites. Oui, le thème que nous vous proposons aujourd'hui, c'est « Mon enfant et moi face aux substances illicites ». Nous allons donc en parler pour que cela nous aide. Nous allons discuter dans peu de temps de ce thème, « Mon enfant et moi face aux substances illicites ». Nous passons maintenant au petit débat, le temps de vous installer. Isaora, c'est un thème très important et aujourd'hui, c'est une thématique qui est rencontrée par beaucoup de familles. J'ai envie de demander, c'est quoi les substances illicites et comment on entre en contact avec? Bon, les substances illicites sont toutes les drogues qui ne sont pas approuvées par le gouvernement d'un pays, qui ne peuvent pas être vendues. Il y a des substances licites, ce qu'on peut acheter en pharmacie avec l'ordonnance d'un médecin. Et il y a des substances illégales ou illicites qui sont trafiquées par des gens qui veulent se faire de l'argent vite. Ces substances sont très nocives pour le développement des enfants, des adolescents. Et le premier contact est toujours, bien sûr, avec des amis. Dans le cercle d'amis, il y a un premier contact par curiosité, pour braver les interdits, pour aller avec la foule. Un jeune de 13, 14, 15 ans peut essayer une substance illicite sans même se rendre compte qu'il est en train de mettre sa vie en danger. En danger. Donc je dirais que c'est avec le cercle d'amis que ça commence. Avec le cercle d'amis que ça commence. Donc les parents ont bien raison de se méfier des amis de nos enfants alors. Frère Kwasi, on a bien raison en tant que maman de dire celui-là je ne veux plus le voir, celui-ci. Est-ce que ce sont de bons alertes pour nous en tant que parents, voilà? De bons alertes. Oui, de dire que t'es l'ami, suspecter les amis et tout ça, puisque l'enfant, comme Isaora le dit tout à l'heure, il a envie d'essayer, c'est dans un mouvement de foule, d'amitié. C'est vrai que c'est difficile de canaliser l'enfant ou d'empêcher l'enfant d'être en contact avec ses amis. Le facteur principal dans la détection d'un cas d'addiction au niveau des enfants, c'est la connaissance des parents, la connaissance que les parents ont de leur propre enfant. Parce que c'est difficile de contrôler, au fait, l'entourage de l'enfant.
Et donc, c'est vrai, chaque parent est par nature protecteur. Et par définition, le parent est quelqu'un qui a été placé par Dieu pour protéger. Donc, les parents sont pratiquement tous protecteurs. Donc, et puis, les mamans, elles ont vraiment ce discernement de femmes. Elles arrivent à discerner, elles peuvent voir quelque chose qui n'est pas clair. Donc, voilà, c'est normal. Mais en même temps, c'est important pour les parents de bien connaître leurs enfants. De vraiment bien connaître l'enfant, pour que lorsque l'enfant sera en contact avec une substance illicite, pour que déjà on voit le changement. Mais est-ce qu'il y a des prédispositions comportementales chez l'enfant ou bien même sociales qui vont le conduire vers ces substances-là? Isaura? Bon, moi, ce que je pense personnellement, c'est que oui, il y a même des docteurs qui préconisent que ça peut être héréditaire, l'addiction. Par exemple, quelqu'un qui est alcoolique, s'il y a beaucoup d'alcooliques dans une famille, forcément dans les générations futures, il y aura aussi des histoires d'addiction. Souvent, ça vient du fonctionnement de la famille elle-même. Donc, je ne sais pas si ça est dans les gènes, mais les relations familiales ont toujours de l'importance dans ces cas-là. Ce que je veux dire, c'est qu'un enfant qui est bien dans sa peau, un enfant qui se sent aimé, un enfant qui a beaucoup à perdre parce que en passant de l'autre côté, en passant dans le côté illicite, on perd beaucoup. Et même étant jeune, étant enfant, on a la notion de ce qu'on va perdre en passant de l'autre côté. Mais un enfant qui a à quoi s'attacher va peut-être résister mieux à la tentation parce qu'il ne sera pas prêt à perdre les acquis, l'amour de sa famille, la bonne relation avec ses parents. Or qu'un enfant qui n'a pas tout cela, un enfant qui lui-même est déjà peut-être triste, est déjà peut-être déprimé, n'ayant rien à perdre, il va plus facilement faire l'expérience parce qu'il se dit que peut-être qu'il va trouver quelque chose de bon dans cette expérience-là. Oui, Maman Gla. Alors, je vais peut-être ramener le débat un peu plus en arrière. D'accord. Parce que quand nous parlons de substances illicites, il faut déjà distinguer un peu tout ce dont il s'agit. Nous avons la cigarette. C'est vrai que, bon... On en voit des publicités. Voilà. Bon. On les classe moins. C'est ça. Il y a l'alcool. Et bien sûr, le point vraiment le plus culminant et le plus dangereux, c'est l'alcool. Mais si, pardon, je vais dire c'est les drogues. Mais généralement, ces premiers pas conduisent vers, vers des substances plus dures. C'est ça. Maintenant, par rapport aux prédispositions, Isaura a abordé vraiment une bonne partie. Et c'est aussi pour un enfant, surtout quand il aborde l'adolescence, il veut s'affirmer et il veut paraître aussi, aussi fort que les autres, au point où s'il voit des gens, n'est-ce pas, qui sont en train d'essayer, il n'a pas envie de paraître comme le faible du groupe et il s'y met. Mais est-ce qu'on arrive à reconnaître que son enfant est en train d'aller dans ces choses-là? Est-ce qu'on arrive à reconnaître cela? Bien sûr. Comment on fait, frère Kwasi? Oui, bien entendu. J'ai parlé d'abord de la connaissance. J'ajoute à ce que les mamans ont dit, la connaissance est importante. Alors, en général, il y a 3 grandes manifestations des drogues. Il y a ce qu'on appelle les tranquillisants, et puis il y a les excitants, et puis les hallucinogènes. Donc, en général, les drogues se caractérisent un peu. Il y a d'autres groupes, mais en général, ce sont les 3 grands groupes. Donc, vous allez voir un enfant qui devient totalement tranquille, subitement, devient trop tranquille, il dort beaucoup. Il y a un changement, parce que par définition, la drogue, c'est toute substance chimique, naturelle, dont la consommation modifie le fonctionnement. D'accord, donc il y a un changement de comportement. Il y a un changement de comportement. Donc déjà, si vous connaissez votre enfant, lorsque vous allez commencer à observer un certain nombre de changements,
Vous allez voir que quelque chose ne va pas. Un enfant peut devenir totalement noyé, sur-noir, ou bien totalement excité, ou bien il est dans le vide, il est en train de consommer quelque chose qui le met dans le vide, il est dans les rêveries, tout ça. Donc, à partir de cet instant, on peut identifier quelque chose. Maintenant, si vous voulez aller en profondeur, vous pouvez... Maintenant, il y a des structures qui font les tests pour identifier voilà, ce que l'enfant consomme. Est-ce que c'est possible d'aller en pharmacie, acheter des tests et puis les faire, Isaura? Oui, il y en a des tests d'urine. On peut faire des tests d'urine pour identifier quelles substances sont consommées. Ou bien même si l'enfant est en train de consommer. Oui. Oh oui, oui. On peut. Mais il y a une maman, par exemple, qui disait que elle, quand son enfant revient de l'école ou de quoi, elle vient lui faire ce qu'on appelle atour. Un câlin. Et le atour qu'elle fait, c'est vrai, c'est une expression d'affection, mais elle quelque part, c'est aussi vraiment pour vérifier voilà, s'il y a quelque chose qui se dégage, n'est-ce pas, de ce contact très, très, très proche. Bon, ben, ça lui permet déjà de savoir. Maintenant, le problème souvent, c'est quand on le sait, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que j'allais arriver. Et j'allais dire à Isaura, qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte en tant que parent que notre enfant est proche ou est dedans? Qu'est-ce qu'on fait, Isaura, vous en tant que spécialiste? Bon, moi, je dirais d'abord qu'il faut être bien sûr. Je pense qu'on n'a même pas touché tous les points pour reconnaître qu'un enfant est en contact avec des drogues. Moi, j'aimerais ajouter quelques points. Une maman, la première chose qu'elle va remarquer chez son enfant s'il consomme de la drogue, c'est le regard, les yeux. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. La maman qui connaît son enfant, elle va voir les yeux d'un étranger. L'âme de l'enfant va changer. L'enfant qui cache son regard de sa mère, c'est aussi un signe de quelque chose qui ne va pas. Bon, ça peut être autre préoccupation chez l'enfant. Donc, accuser un enfant de consommer de la drogue s'il ne la consomme pas effectivement, c'est dangereux dans le sens où, une fois qu'il aura l'occasion, il va essayer parce qu'il va se dire, puisque j'ai déjà la réputation de le faire, maintenant je le ferai. Donc, je pense qu'on doit faire très attention avant d'accuser notre enfant de se droguer parce que s'il ne l'a jamais fait, c'est une grande blessure. Mais si effectivement on a des preuves, par exemple, l'argent qui disparaît de la maison, les choses qui disparaissent de la maison, l'enfant qui réclame toujours de l'argent, qui a un comportement qui a changé subitement. Bon, si on a des preuves, je pense qu'on doit s'asseoir avec l'enfant et faire l'enfant avouer, dire de ses propres mots ce qui se passe dans sa vie. Mais il y a des enfants qui nient, qui vont insister, persister pour dire que non. Isaura, comment on fait? Bon, parce qu'ils restent dans son... Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Est-ce que ce n'est pas aussi de l'affront aussi? Si on dit à notre enfant, tu peux me le dire, même s'il y en a un problème, je serai avec toi, on va en sortir ensemble. Je vais t'aider. Si je pense qu'à un moment donné, l'enfant va ouvrir son cœur et l'enfant va dire ce qui se passe. Bon, il y a les tests, comme on a évoqué tout à l'heure, d'urine qu'on peut faire. Et pour mettre l'enfant devant le fait accompli, il sera obligé de le dire, d'avouer. Et une fois que c'est évident que l'enfant ne peut plus nier ce qui se passe, moi je pense que les parents, la famille doivent être en soutien et pas des accusateurs. Parce que souvent, une ou deux expériences avec des substances illicites, ça se surmonte facilement. Mais si on est indexé toujours, si on est accusé toujours, si on est marginalisé à cause de 2 ou 3 erreurs, il se peut que l'enfant s'enfonce encore plus. Donc, dès les premiers soupçons, je pense que la famille doit... Ce n'est pas la peine de se mettre en alerte. Non, n'a pas la peine de dramatiser, n'a pas la peine d'humilier l'enfant, de le faire honte. C'est arrivé, nous sommes avec toi, on va te sortir de là, nous t'aimons toujours. Et si l'enfant ressent ce soutien du côté de sa famille, cet amour, je suis sûre qu'il ne va pas changer l'amour de sa famille. C'est de ne pas faire culpabiliser aussi l'enfant quelque part. Oui, parce que
le culpabiliser, ça va l'enfoncer encore plus. Parce qu'est-ce que l'enfant recherche dans les substances illicites? Ils veulent s'amuser comme tous les enfants. D'autres, c'est les jeux vidéo, d'autres regardent des films pornographiques. Les enfants ont cette envie de s'amuser, d'expérimenter des choses nouvelles. Donc, la drogue, en soi, elle est déjà dangereuse. Si on contribue au mal-être de l'enfant, un enfant... Voilà, l'enfant a cherché dans la drogue quelque chose qui lui manquait. Si on le culpabilise, on le fait se sentir en paria, on le fait se sentir mal dans sa famille, il peut faire une fugue, il peut s'enfoncer encore plus dans la drogue. D'accord, merci Isaura. Oui, Maman Gla. Oui, ce que je voulais ajouter, souvent malheureusement, quand un parent découvre que surtout en tant que chrétien. Voilà, que son enfant est en contact ou d'abord c'est sa propre défaite qu'il regarde. Oui, le parent regarde son échec en termes d'éducation. Oui. Voilà, et en ce moment-là, c'est son sentiment qu'il a été humilié par son enfant et tout, et l'image que cela va présenter de lui aux autres, c'est souvent ça qui le pousse à la réaction. Or, quand c'est cela, la réaction ne peut être que négative et pousser l'enfant plus loin, comme Isaura vient de le dire. Voilà. Frère Kwasi, moi j'ai envie de savoir, c'est quoi la relation? C'est vrai que Isaura l'a un peu abordé, mais c'est quoi la relation? Est-ce qu'il doit avoir une relation particulière avec cet enfant? Est-ce que le parent, à lui seul, peut aider l'enfant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement. Ça, c'est une très, très bonne préoccupation. Le fondement de la plupart des problèmes de nos enfants à l'extérieur, ça vient de la famille. Alors, en général, on dit aux parents, en tout cas pour les enfants que nous avons, nous disons aux parents de chercher d'abord les sources du problème à la maison. C'est comme elle a dit, comme la dame l'a dit, un enfant qui est dans une atmosphère familiale, relationnelle, bien fonctionnelle, qui se sent aimé, cet enfant ne va pas avoir envie de briser ce lien. La plupart des enfants qui sortent, ils ont le cœur brisé parce que il y a toujours un problème. Toujours un problème. Donc, il faut chercher d'abord le problème. Parfois, les parents, on le minimise aussi, ces problèmes-là. Voilà. Elle a dit, il y a des cas de dépendance, il y a des cas de liens, il y a des cas de honte dans la famille, il y a des cas d'abus. Il y a des enfants qui ont été abusés dans la famille, qui sont retrouvés dans la drogue. Il y a des garçons que nous suivons actuellement qui ont été rejetés par le papa, qui se retrouvent aujourd'hui dans la drogue, dans la délinquance, simplement parce qu'il y a eu cette rupture relationnelle. Donc, une relation, c'est un partage de vie mutuelle entre deux personnes. Donc, l'enfant veut que sa maman ou son papa partage sa vie avec lui, qui est fondée sur l'amour, le respect, la compréhension, sur la confiance. Donc, une fois que la relation est bien bâtie, on arrive à interagir librement. Et là, ça commence dès la conception de l'enfant. Donc, certains psychologues disent que les fondements de l'addiction commencent même dans la petite enfance. Donc, une fois que la relation est brisée, l'enfant devient vulnérable. Une fois que l'enfant est vulnérable, c'est vrai que quand il va se retrouver dehors, face à des situations, sa réponse, voilà, il sera fragile. Mais donc, comment on arrive à régler maintenant? Maintenant qu'on sait tout, on est dans le problème, on a les deux pieds, l'enfant est là, nous voici, on connaît toutes ces problématiques. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, à qui on a recours? Isaura. Okay. Oui, pardon, frère Isaura. En attendant, je crois que le frère Kwasi avait quelque chose. Oui, bon, souvent, les parents, il faut qu'on soit honnête. Ce n'est pas parce qu'on est parent qu'on peut aider forcément l'enfant qui prend la drogue. D'accord. Souvent, l'enfant ne fait pas confiance aux parents. Il faut chercher de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide. Il y a des structures, voilà, comme REMA, il y a des structures. Il faut aller chercher de l'aide. C'est vrai, ça fait honte, mais il ne faut pas avoir honte. Il faut rassurer l'enfant. Chers parents, vous êtes fâchés, vous vous sentez humiliés. On va regarder la caméra et puis on va le dire. Ne vous découragez pas. Vous vous sentez humilié, blessé. Si vous avez fini de pleurer, relevez-vous. Et mettez-vous devant le Seigneur. Mettons-nous devant le Seigneur. Voilà, ne rejetez pas l'enfant. Vous ne pouvez pas. Mais d'autres personnes peuvent aider l'enfant. Sont à même, sont équipés. Donc voilà, aider cet enfant à rencontrer des gens qui sont spécialistes dans la matière. Je vais laisser les autres. OK. Alors, je voudrais peut-être orienter encore notre débat dans une direction. Souvent, l'Église donne l'impression que ce sont des hommes parfaits, ce sont des mamans parfaites. Non. Ce sont des personnes ordinaires qui ont eu la grâce de rencontrer le Seigneur. Et qui nous rassure qu'il est avec nous tous les jours, dans toutes les situations. Et donc, face à cela, le frère l'a dit, il y a des structures et c'est une bénédiction.
le recours également pour un parent, au lieu de tomber dans le désespoir, c'est vraiment de crier au Seigneur. Et souvent, c'est le Seigneur même qui va orienter vers la bonne personne, vers la bonne structure, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment, si on regarde à la situation, c'est alarmant. Mais il y a toujours de l'espoir. Voilà. Et la meilleure solution que nous avons également, c'est le Seigneur Jésus. Exactement. Après avoir été en détresse ou s'est senti honteux, c'est d'aller devant le Seigneur et de lui demander comment résoudre cette situation. Nous passons à notre rubrique, la question de l'internaute. La question de l'internaute. Je suis une maman. Je sens des odeurs de fumée sur les vêtements de mon fils de 16 ans. Il me dit que ce n'est pas lui qui fume, mais plutôt ses amis. Comment savoir que mon enfant consomme des substances illicites? Je pense qu'on en parlait tout à l'heure et la maman a quelques réponses déjà, mais je laisse parler Isaura. Bon, je pense qu'ici nous parlons de fumée. Je voulais préciser qu'il y en a beaucoup de substances illicites et pas toutes sont fumées. Donc, un enfant peut consommer des substances illicites et n'avoir aucune odeur de fumée sur lui. Donc, si nous parlons d'odeur de fumée, c'est peut-être que nous parlons du cannabis, parce que le cannabis est la drogue qui a l'odeur le plus fort, que ça puisse s'accrocher aux habits. Bon, moi, en tant que maman, je n'allais pas sentir les habits, j'allais sentir ses doigts. Parce que la fumée de ses amis peut rentrer dans ses habits. Mais s'il n'a pas attrapé le joint, la cigarette qu'on était en train de fumer, d'aucune façon, l'odeur ne resterait dans ses mains. Donc, si l'odeur est dans ses mains, voilà la preuve qu'il a tenu entre ses doigts le produit. Et puisque nous parlons de fumée de cannabis, le cannabis est facile à identifier parce qu'il provoque une rougeur très forte des yeux, même comme si on a une conjonctivite ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui consomme du cannabis a les yeux très, très, très rouges. Donc, c'est une drogue pour une maman qui est attentive. C'est facile à repérer. À cause de la rougeur des yeux. Mais sauf que ce n'est pas les seuls produits en fait aussi. Donc, ok, d'accord. Merci beaucoup Isaura. Frère Kwasi, un petit mot sur les alertes de notre maman. Oui, en tout cas, elle a très bien expliqué. Voilà, très bien. Merci infiniment Isaura. Nous passons à notre rubrique Bon à savoir. Chers téléspectateurs, nous avons abordé un sujet qui est un grand sujet de préoccupation à tous les niveaux, au niveau familial, au niveau de toute la société, parce que malheureusement, ces substances dites illicites sont pratiquement partout. Et nos enfants parcourent toujours le risque de les rencontrer, et non seulement de les rencontrer, mais de les saisir. Et c'est pourquoi, dans ce que nous avons dit, nous retenons d'abord les bonnes relations à la maison. Parce qu'une fois que l'addiction est installée, elle devient difficile à briser. Les spécialistes que nous avons eu sur ce plateau nous en ont donné quelques orientations, il faut consulter, etc. Mais ce que nous devons surtout faire, c'est d'équiper suffisamment nos enfants pour que par la grâce de Dieu, ils n'y tombent pas. Donc l'amour, la confiance, des relations très, très, très proches entre parents et enfants. Nous avions abordé la question sous un autre angle, il n'y a pas très longtemps, c'est que l'enfant imite les parents. S'il a de bonnes choses devant lui à imiter, alors il n'ira pas imiter les erreurs et les égarements à l'extérieur. Ce n'est pas facile, il ne faut pas désespérer, le Seigneur est fidèle. Il est avec nous. Amen. Amen. Le Seigneur est fidèle et surtout, il ne faut pas désespérer. Nous avons des bons spécialistes, il faut les consulter. Mais surtout, sachez une chose, la honte, elle ne vient pas du Seigneur. Si nous nous cachons dans notre honte, nous allons faire encore plus de mal à nos enfants. C'est de pouvoir présenter cette honte-là devant le Seigneur lui-même déjà, et puis nous relever, tenir ferme et sauver notre enfant. Car le Seigneur, qui le sait,
a besoin de lui pour une œuvre merveilleuse. Amen. Et je vais demander pour cela à Isaura de prier avec nous. Seigneur Jésus, ce soir, nous voulons te demander au nom de Jésus, Seigneur, que tu gardes chaque famille, Seigneur, que tu gardes chaque foyer de toute attaque de l'ennemi, Seigneur. Nous te prions pour chaque père, pour chaque mère, que tu leur donnes le courage, la force de bien éduquer ses enfants, Seigneur. Là où l'ennemi veut rentrer, Seigneur, nous te prions que tu puisses donner la sagesse aux parents de reconnaître les signaux d'alerte, d'alarme, Seigneur. Là où l'ennemi a déjà fait des dégâts, là où il y a des enfants qui sont déjà tombés dans ce fléau, Seigneur, nous te prions pour ta miséricorde. Seigneur, que tu, par ton amour, que tu aides ces parents à demander de l'aide, que tu aides ces parents à supporter, à soutenir leurs enfants. Nous brisons tous les liens de méchanceté sur la famille, Seigneur, et nous proclamons que toi seul, tu es roi. Nous proclamons que les familles t'appartiennent, Seigneur, que tous ceux qui appellent ton nom, tous ceux qui croient en toi t'appartiennent, Seigneur. Nous te prions pour la Côte d'Ivoire, Abidjan en particulier, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, avoir miséricorde de toutes ces familles qui souffrent, que tu puisses nous aider à donner un bon témoignage et que tu puisses faire connaître ta parole, ton amour dans le cœur de tout et chacun afin qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne désespérons pas. Continuons avec la prière et surtout, visitons le Seigneur qui a toutes nos solutions. Merci, chers invités, frère Kwasi, Isaura. Ça a été un plaisir pour nous. Maman Gla, merci. Chers téléspectateurs, voici que notre émission tire à sa fin. Je vous dis très bonne fin de soirée et que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.